Jean-Vincent Placé est notre invité, le premier de 2014. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour faire entendre peut-être votre impatience ou vos critiques souvent acerbes, sauf si bien sûr vous avez décidé de changer en cette nouvelle année. Vos amis socialistes en tous les cas rêvent d'une bonne résolution de votre part, hein, Jean-Vincent Placé. Patron des sénateurs écologistes, vous serez interrogé tout à l'heure par Catel Prigent de l'agence France Presse, notre partenaire pour Preuve par 3 avec Dailymotion, et puis par Perrine Tarnot de Public Sénat. D'abord, Jean-Vincent Placé, votre avis sur l'interdiction des spectacles de Dieudonné. Les mesures se multiplient un peu partout en France. On va donc d'abord cesser de le qualifier de comique. Est-ce que, selon vous, la réponse de Manuel Valls a été la bonne ? Ni comique, ni humoriste, ni homme de spectacle. En réalité, c'est aujourd'hui un homme politique, disons-le, qui professe des thèses antisémites qui sont totalement inacceptables et qui ne fait plus rire personne, sauf effectivement un public de gens qui sont antisémites et qui viennent pour cela, qui retrouvent peut-être dans le côté un peu plus soft qui se perdent plutôt dans le côté un peu plus soft des meetings de Madame Le Pen et qui retrouvent là peut-être un espace avec des plaisanteries grasses, scandaleuses. Qui sont totalement inacceptables. Donc la réponse de Manuel Valls, elle est ferme, déterminée, volontariste et elle est juste. Et je suis très content d'ailleurs de pouvoir soutenir l'action du ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Sur ce sujet, parce que c'est vrai que vous l'avez pas beaucoup répondu jusqu'à présent. J'ai toujours dit, par exemple, en matière de sécurité, de police et de gendarmerie, Manuel Valls est un ministre de l'Intérieur remarquable. Et sur ce sujet qui est extrêmement important pour nous, pour les valeurs de la République, la lutte contre l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme, eh bien, c'est extrêmement important d'avoir une réponse politique. Voilà, parce qu'à un moment, bien sûr, il y a le sujet, le débat juridique, que je ne méprise pas, évidemment, mais il y a le sujet politique. Et à un moment, dans un pays comme le nôtre, la France, avec ses valeurs, son universalisme, son attachement aux droits de l'homme et aux libertés, eh bien, justement, on ne peut pas accepter de tels propos tenus de meeting en meeting successifs. Qui ont déjà d'ailleurs valu des condamnations à Dieudonné. Donc, vous le répétez, Manuel Valls est un ministre de l'Intérieur remarquable. Oui. Et certains quand même, notamment à l'UMP, lui reprochent peut-être d'être trop bavard sur le dossier, d'en faire trop, voire d'instrumentaliser cette affaire. Est-ce qu'il y a une tentation de diversion? J'ai vu, d'ailleurs je m'en réjouis également, le soutien d'une classe politique plutôt unanime. Bien sûr, je pense à Jean-François Copé, j'ai vu aussi la réponse d'Alain Juppé, et puis puisque bon, voilà, la République, elle est là, elle nous rassemble. Dieu sait que je dis peu de choses de positives de Christian Estrosi, mais lui aussi, à Nice, a eu une position extrêmement déterminée. Mon ami, le maire de Tours, pour le coup socialiste, Bruno Jean Germain, pardon, oui. Bruno Germain, c'est le footballeur, c'est la rentrée, et à Nantes aussi, bien sûr. Alors, néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas eu le risque de faire de la publicité à Dieudonné, puisque vous avez vu quand même que partout où il devait se produire, les salles étaient en passe d'afficher complet. Il a un public. Et un public peut-être dont la curiosité est piquée. Oui, c'est une vraie question. Oui. D'évidence, il en joue. Hein, Monsieur Mbala, parce que disons les choses comme ça, il s'appelle Monsieur Mbala. Et je vois bien hein, sur les réseaux sociaux, il a toute une audience. Aujourd'hui d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, l'extrême droite est très très forte, elle est très active. On le voit aussi avec les différentes vidéos qui circulent. Mais après, voilà, à un moment, dans une prise de position justement politique, eh bien, il faut peser le pour et le contre. À un moment, il faut agir. Et je le répète, l'action de Manuel Valls est tout à fait remarquable. Voilà, aujourd'hui, François Hollande a appelé donc tous les responsables politiques, les préfets à appliquer la circulaire Valls sur cette interdiction. Le chef de l'État que l'on attend la semaine prochaine hein, pour sa conférence de presse, il va préciser ses intentions une semaine, enfin en tous les cas quelques semaines après ses vœux aux Français le 31 décembre. Beaucoup ont reçu l'intervention du chef de l'État comme un virage social libéral. Est-ce votre cas ? Virage non, tournant non plus. Je trouve que, y compris, on a eu des échanges contradictoires sur le sujet. Il assume. Il assume en réalité plus nettement en termes de communication politique. La politique est menée. Que vous condamnez.
Je la conteste depuis 18 mois parce qu'il y a un équilibre à trouver entre assumer effectivement le traité européen qui met une évidence quand même, beaucoup d'austérité et de rigueur dans le budget, avec une réforme fiscale qui n'a pas été aboutie. Donc l'équilibre entre la volonté de désendettement, que y compris nous partageons, nous les écologistes, nous sommes extrêmement attachés à ce que ce ne soit pas les générations futures qui payent pour les générations présentes, qu'on ne laisse pas des dettes s'entasser, qu'il y ait un équilibre entre endettement, déficit, mais aussi justice sociale, redressement du pays, développement économique et notamment investissement d'avenir, parce que ça, nous y sommes extrêmement attachés. Et donc cet équilibre-là, il me semble, n'a pas été trouvé dans les 18 derniers mois. Donc moi, je ne vois pas de tournant dans la politique du président, mais je voudrais juste... faire en sorte que dans cette année, il y ait cet équilibre-là. Bon, alors attendez. Déficit réduit, endettement, nous y sommes tous attentifs. Cela doit se faire avec une fiscalité, c'est-à-dire avec des recettes notamment budgétaires qui soient plus justes et plus équilibrées. Vous êtes désorienté aujourd'hui. Ce ne sont pas vos dogmes. Quand vous entendez François Hollande dire il y a trop d'impôts, il y a trop de dépenses publiques, il y a trop de charges sur les entreprises, trop de normes les étouffent. Moi, j'attends de voir ce qui va être précisé. Vous attendez peut-être les actes. Oui, exactement. J'ai entendu le discours. J'attends de voir les actes, les précisions, parce que bon, ce sont quand même des termes très généraux, ce qui est logique d'ailleurs pour les vœux présidentiels sur ce format, 9-10 minutes. On ne peut pas préciser les choses. Il y aura la conférence de presse mardi prochain. Et puis, voilà, donc il y a ces éléments-là qui sont plutôt constitutifs de son action depuis 18 mois. Vous constaterez également qu'il y a un élément supplémentaire qui a été pour la première fois dit par un président de la République, de la 5e République, la transition énergétique. Troisième priorité, c'est-à-dire que pour la première fois, moi j'avais eu l'occasion d'être reçu par le chef de l'État avant... Il vous a entendu. Avant les fêtes. Et justement, j'avais dit, mais je pense qu'il faut absolument faire en sorte que la question de la transition énergétique, on va en parler, tout à la fois pour les revenus des ménages les plus modestes et tout à la fois pour l'emploi écolo, eh bien voilà, ce sont des sujets qui nous intéressent. D'accord, mais je voudrais qu'on reste sur la dimension budgétaire et économique des bonnes intentions prêtées à François Hollande. Vous aviez dit d'abord que le pacte de compétitivité, c'était la goutte d'eau. Mais alors là, il parle d'un pacte de responsabilité, en misant tout sur les entreprises. Alors, Jean-Vincent Placé... De mémoire, par rapport à mes propres citations, j'avais plutôt parlé de la TVA pour la goutte d'eau, qui d'ailleurs... qui faisait partie du pacte, pour financer le crédit d'impôt. Et ça, pour les entreprises. Ça mérite effectivement le crédit d'impôt, d'évidence, les 20 milliards du crédit d'impôt qui sont peu utilisés d'ailleurs, parce qu'on n'est pas justement à la montée en charge des 20 milliards. Est-ce que vous accepteriez demain de nouvelles baisses de charges pour les entreprises, par exemple, Jean-Vincent Placé? Qui paye? Qui paye? Comment on va trouver ces fameux 35 milliards? Voilà, c'est ça la question. C'est le sens de l'attente que j'ai par rapport aux actes. C'est comment on va trouver ce financement. Si c'est par un financement qui correspond à la réforme fiscale que nous voulons de nos propres vœux depuis la campagne présidentielle, avec par exemple la fusion de l'impôt sur le revenu et la CSG, donc une CSG progressive, et que ça soit cette justice fiscale plus dynamique en termes de rendement qui finance, voilà. Après, si c'est 35 milliards, ce qui a plutôt été annoncé de ce que j'ai pu comprendre de l'intervention du président, de réduction des dépenses, mais où 35 milliards? On voit déjà la difficulté qu'on a eue cette année pour 12 milliards de réduction de dépenses. Donc là, les 35 milliards, j'attends de voir. Vous ne croyez pas au marché que passe le MEDEF, qui d'ailleurs a applaudi des deux mains les vœux du chef de l'État, qui dit si vous baissez nos charges, il dit 100 milliards d'euros, on pourra embaucher 1 million de personnes en France. Ce sont les deux sujets effectivement de friction que nous avons depuis 18 mois. C'est-à-dire que le premier élément, c'est la vision austérité et rigueur budgétaire qui devait justement réduire notre endettement et notre déficit. C'est pas tout à fait ça. L'endettement augmente quand même. On doit être à 91-92% de dette. On devait faire 3% pour le déficit. On est plutôt à 4,1. Donc le fait que les rentrées fiscales ne sont pas là, que la croissance n'est pas au rendez-vous, tout cela, voilà, c'est le débat qu'on a eu. Donc on ne va pas non plus rester sur le débat précédent. Donc il faut se tourner vers l'avenir. Donc comment retrouver des marges de manœuvre? Et ces marges de manœuvre-là, je ne suis pas sûr que ce soit de cette façon-là qu'on les retrouve. Et le deuxième élément, au-delà de l'aspect budgétaire et fiscal, c'est l'aspect entrepreneurial. Il y a eu, le président de la République, un accent très fort mis sur l'aspect entrepreneurial. Ça, à la limite, sur ce sujet-là, moi, je n'ai pas de problème particulier. Parce que je suis évidemment d'accord pour dire que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi dans notre pays. Seulement, voilà, comme justement, on le sait, il y a un déficit, par exemple, de recherche privée.
voilà, c'est historique depuis Colbert dans notre pays, c'est plutôt l'investissement public qui produit la dynamique de l'entreprise privée. Et c'est là le problème, notamment des investissements d'avenir et aussi du financement que j'ai soutenu beaucoup d'ailleurs par la Banque publique d'investissement qui a fusionné plusieurs dispositifs. Et là, nous avons besoin de retrouver des marges de manœuvre. D'où le débat que je lis avec l'austérité et la rigueur. Parce que comment on fait pour trouver les dizaines de milliards nécessaires pour tout à la fois investissement d'avenir plus écolo sur les transports, sur le numérique, sur la santé, sur l'agroalimentaire. C'est ce qui avait été dit par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, notamment à l'été 2013. Et effectivement, les financements entreprises, PME, PMI. Et ça m'intéresse beaucoup. D'accord, ça vous intéresse, on vous écoute, vous posez des questions. Oui, j'espère que j'aurai des réponses plus précises. Vous posez beaucoup de questions. Du chef de l'État. Lors de sa conférence de presse. On parlera de transition énergétique à un moment. C'est prévu, c'est prévu. C'est toute la deuxième partie, rassurez-vous, Jean-François Placé. Je vous écoute, je me dis que vraiment, François Hollande, il va avoir du mal à passer aux actes, avec une majorité comme la sienne, avec vous, évidemment, pour assumer cette nouvelle stratégie pragmatique. Mais la stratégie pragmatique, je vous dis, pour moi, elle n'est pas nouvelle. Il l'a déjà depuis 18 mois. Et je mise beaucoup sur l'initiative politique. Vous l'avez condamné pendant 18 mois, là, il est renforcé. Il ne peut pas compter sur vous, quoi. Il est président de la République, c'est lui qui fixe le cap. Moi, je suis président d'un groupe parlementaire écologiste. On est dans la majorité. On est là au gouvernement. Et on est là pour faire des propositions. Et des gouvernements et deux ministres qui sont particulièrement utiles. Et nous pesons sur des choix. Nous pesons sur la contribution climat-énergie. Nous avons pesé, et on le verra, sur la transition énergétique avec la fermeture de Fessenheim, avec l'orientation de 75 à 50% pour la production d'électricité par voie nucléaire. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes actifs. Nous avons quand même réussi à faire en sorte que nous protégions le pays d'un risque environnemental majeur, c'est-à-dire la question des gaz de schiste. Sans les écologistes au gouvernement, il y aurait aujourd'hui des puits de gaz de schiste sur le territoire national, en Seine-et-Marne, dans le Gard, dans l'Aveyron. Voilà, la loi d'interdiction avait été votée avant l'alternance, je vous rappelle, Jean-Vincent Placé. Dans ce pays, les lobbies productivistes et énergétiques et plutôt anti-écolo sont très forts. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes quelque part, et au gouvernement et dans les institutions, un rempart par rapport à ces lobbies. Et ça, c'est une fierté qu'on peut avoir. Alors après, on n'a probablement pas assez de victoires écologistes. C'est pour ça que nous portons le débat sur des sujets qui nous préoccupent. Et transition énergétique, on y revient. Emploi écolo, rénovation thermique des bâtiments, transport collectif. Voilà un autre monde, si j'ose dire, un autre monde économique que nous voulons. Avant d'y revenir, justement, je voudrais savoir si vous êtes passablement énervé par la volonté de passer par des ordonnances pour aller plus vite sur certains dossiers, notamment la simplification administrative. Est-ce que vous allez être réduit, sans broncher, ça m'étonnerait, au rôle de spectateur passif, Jean-Vincent Placé? La simplification administrative, c'est très bien. Ça fait 30 ans qu'on le dit dans ce pays, le poids de l'administration centrale. Moi, c'est un des sujets que j'avais abordé avec le chef de l'État avant l'été. Alors, les ordonnances, gage d'efficacité pour l'exécutif. La question de la réforme de l'État, qui était un des grands thèmes, par exemple, de Michel Rocard, quand il était à Matignon, de Lionel Jospin également, n'a pas été, à mon avis, assez envisagé dans ce quinquennat. C'est plutôt d'ailleurs, à mon avis, dans la réforme de l'administration centrale qu'on pourrait plutôt trouver des économies. Donc vous voyez, puisqu'on cherche des économies, il y en a probablement à faire. En zappant le Parlement. Après qu'on a dit ça, la simplification, c'est plutôt positif. Si la simplification, ça ne veut pas dire la réduction des droits des travailleurs ou alors la réduction de telle ou telle norme environnementale qui protège notre nature ou notre environnement, eh bien ça n'irait pas. Mais simplifier pour être plus efficace, notamment dans la création d'entreprises, dans la fusion d'entreprises, dans l'acquisition, c'est très bien. Mais pourquoi les ordonnances? Parce qu'en réalité, dans un pays comme le nôtre, et quelque part, je crois que les mouvements sociaux qui ont eu lieu nombreux, lourds, et parfois même quelques révoltes, disons-le, à la fin de l'année 2013, eh bien, je crois que quand on veut aller vite, peut-être que par exemple le sujet écotaxe, on l'abordera également, on voit qu'à la fin ça bloque. Et donc moi je ne crois pas aux ordonnances, d'une part peut-être de façon un peu idéologique, c'est vrai, par rapport au rôle du Parlement, mais aussi parce que justement ce n'est pas efficace.
Et on ne va pas Donc, plus vite en réalité. Vous condamnez ce choix qui a été réaffirmé par le chef de l'État. Vous aimez beaucoup le mot condamner. Oui, non, mais j'allais dire, vous avez mis de l'eau dans votre vin, tiens, depuis le début de cette émission. Vous montrez que vous avez peut-être pris de bonnes résolutions pour 2014, Jean-Vincent Placé. Vous semblez le confirmer en opinant. Mais c'est vrai, oui, j'ai pris mais vous aussi, j'espère. J'en ai pris plein, moi aussi. C'est très important de Absolument, chaque année d'essayer, et c'est l'humanisme également qui veut ça, c'est chaque année d'essayer de s'améliorer. Moi, je ne réussis pas toujours toutes les années, mais je suis parti en effet avec des bonnes résolutions. Voilà, donc moins vindicatif avec vos amis, manifestement. Et plus propositionnel aussi. Très bien, voilà, c'est dit et c'est clairement dit. En tous les cas, lors de ses vœux, vous l'avez rappelé, François Hollande a présenté la transition énergétique comme l'une de ses 3 décisions majeures cette année. Priorités. 3 priorités. Mais que cachent en fait ces bonnes intentions? On voit tout de suite ça avec Mounir Soussi avant d'accueillir Catel Prigent de l'agence France Presse. 2014, année de vérité sur le front de l'écologie. En tout cas, cette fois, c'est promis, fini les discours, place aux actes. François Hollande l'affirme dans ses vœux, la révolution verte, c'est maintenant. Je veux que notre pays accomplisse sa transition énergétique. Avec un calendrier déjà fixé, le projet de loi doit arriver au Parlement après les municipales et la majorité socialiste prévient, elle ne se laissera pas déborder par ses partenaires. Je ne considère pas que les questions d'écologie soient l'objet de discussions avec nos alliés d'Europe Écologie Les Verts. Je suis très heureuse que la formation politique participe au gouvernement et à la majorité, mais ils ne sont pas porteurs exclusifs des questions d'écologie. Le chantier est immense, avec notamment l'objectif de réduire la consommation énergétique de moitié d'ici à 2050 et de mettre en place une fiscalité écologique cohérente. Un agenda ambitieux qui fera forcément beaucoup de déçus, selon cette ancienne secrétaire d'État à l'écologie. Je ne crois pas une seconde dans la parole présidentielle. C'est-à-dire que le problème qu'on a avec ce gouvernement et ce président sur la question écologique, c'est que depuis presque 2 ans maintenant, tout n'est que mensonge et trahison. On a un discours très ambitieux, sur lequel, à la limite, il n'y a pas grand-chose d'ailleurs à redire, qui est très séduisant. Et puis on a une réalité et des actes qui sont en contradiction totale. Suspension de l'écotaxe, recul sur la taxation du diesel, autant de dossiers en suspens qui vont polluer le travail du gouvernement cette année. Un gouvernement attendu au tournant par les ONG, irrité par les hésitations au sommet de l'État. La vraie question, ça va être le niveau d'investissement. Si quelque chose est prioritaire, ça doit se voir. Pour que ça se voit, ça doit se voir avec une mobilisation de moyens. Combien l'État va mettre sur la table pour la transition énergétique? Pour le président, une enveloppe annuelle de 20 milliards d'euros sera nécessaire pour financer la transition énergétique, une manne qui représente 4 fois le budget du ministère de l'Agriculture. Voilà, donc ça coûte cher, la transition énergétique. Catel Prigent de l'agence France Presse nous a rejoint. Bonsoir Catel. Bonsoir. Vos questions à Jean-Vincent Placé qui brûle de nous répondre et de nous convaincre. Depuis 40 ans, ça coûte très cher. Et c'est plutôt centaines de milliards d'euros d'investissements qui ont été mis dans le nucléaire. Donc ce n'est pas tout à fait comparable en termes d'échelle. On vient d'entendre Chantal Joanneau qui parle de mensonges et trahison pour François Hollande. Elle ne croit pas du tout en ses promesses de transition écologique pour 2014. Est-ce que vous y croyez? Mais je vais y croire, oui, bien sûr. Le président de la République, pour la première fois, je l'ai dit, pour la première fois, un président de la République, la 5e République, dit que sa priorité, une de ses 3 priorités cette année, c'est la transition écologique. Et nous allons avoir la transition énergétique avec la loi sur le sujet avant l'été. Le Premier ministre s'y est engagé, ça a été annoncé à la conférence environnementale en septembre, y compris par le président. Ça va être un énorme chamboulement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous participons à ce gouvernement. C'est parce que nous avons conclu avec le président de la République un accord politique, en effet, sur la réduction de 75 à 50% de production d'électricité par voie nucléaire, une volonté de réduire la consommation énergétique, une volonté de relancer les politiques, en particulier publiques, d'ailleurs vis-à-vis des énergies renouvelables. Et donc ça sera un vrai sujet, parce qu'effectivement, et on en parlait avec Michel Grossior, combien d'argent? BPI, je l'ai dit, avec quel outil, de quel montant, sur quel investissement, notamment les investissements d'avenir. Le secrétaire national dit chiche, oui. Je prends le président au mot, mais il faut des actes, il faut un cap écologique. On a quand même l'impression que ça fait déjà 1 an que vous dites au président, il faut un cap, il faut des actes. Est-ce qu'on repart dans un cycle de on demande au président un cap, on demande des actes et on attend? Non, je pense que là, il y a une volonté de part et d'autre. D'ailleurs, Michel Grossior, avec sa subtilité habituelle, a souligné le ton peut-être effectivement un changement moins critique. Votre nouveau pragmatisme.
Bon, écoutez, j'ai vu le président de la République donc, avant les fêtes. On a eu des discussions nombreuses avec le Premier ministre, avec Philippe Martin régulièrement, avec Pierre Moscovici, enfin Bernard Cazeneuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est probablement ce qui a pêché dans les 18 premiers mois, on est allé très très vite dans les habitudes de la Ve République, le pouvoir exécutif, on a à peu près tous les pouvoirs sur la Ve République, on est président et Premier ministre et le gouvernement, et hop, on déroule une politique qu'on a a priori déroulée justement pendant la campagne présidentielle. Et on voit les priorités qui ont été menées, et je l'ai toujours dit, les priorités des 18 derniers mois ont incontestablement pas été très écologiques. Là, et c'est pas, je crois, seulement l'effet de notre pression politique, c'est aussi parce qu'il y a une prise en compte des problématiques de la planète, du souci sincère de trouver l'équilibre entre le développement et l'écologie, et aussi, j'espère qu'il y a une prise de conscience sur la préparation de la conférence climat de 2015 qui aura lieu en France, donc ça c'est extrêmement important. Et donc, dire que 2014, en France, il y a cette transition écologique qui va se mettre en place, avec la loi de transition énergétique, avec aussi la loi cadre sur la biodiversité. D'ailleurs, ça n'a pas été tellement cité depuis quelques semaines, et donc, comme je vois les différents responsables dans les jours à venir, je reviendrai à la charge sur ce sujet. Et vous l'avez compris aussi, en termes de débat et de discussion de la majorité parlementaire, notamment dans le cadre de la préparation du budget, tout à la fois le PLF que le PLFSS, moi je souhaite avoir une discussion en amont. J'ai dit à Bernard Cazeneuve très précisément, on ne peut plus accepter qu'effectivement on fasse les lettres planchées, d'ailleurs pour le coup, des budgets, qu'ensuite il n'y ait pas de discussion réelle sur la réforme fiscale et puis on nous fasse voter des budgets comme ça a pu être le faire. Ça a été le cas depuis 2 ans. C'est pas un peu trop tard que vous ne commencez pas, vous les écologistes, à commencer à le payer, c'est-à-dire avec l'UDI qui vient un petit peu marcher sur vos plates-bandes en demandant des écologistes, réunir les écologistes du centre, la Route-Roux, qui est aussi Nouvelle Donne, qui déjà a été rejoint par Madame Attard, qui vous a quitté. Ce sont tous les déçus des Verts au gouvernement qui finissent par s'éparpiller. Et est-ce que pour les électeurs, ce sera pas pareil avec les européennes? Nous sommes terrorisés par les hordes de nouveaux écologistes que vous indiquez. Et peut-être par vos militants, vos propres militants. Non, plus sérieusement, nous avons une période qui est difficile, qui correspond à un temps difficile pour la planète, qui est un temps difficile pour l'Europe, un temps difficile pour le pays, un temps difficile pour la majorité. On est dans le gouvernement. Il est probablement plus facile d'être à côté du gouvernement, de faire Mélenchon, de critiquer tout, et encore, on ne voit pas tellement le déboucher. Bon, les centristes, ils sont centristes, voilà. Madame Joanneau, elle a été ministre de l'écologie de M. Sarkozy, donc bon, je suis désolé, mais enfin, sur les bilans, c'est à peu près comme... il y a beaucoup de militants verts qui disent que le bilan du Grenelle de l'environnement est supérieur à ce qu'a fait la gauche depuis 18 mois. 2 ans. Moi, je l'ai dit. Vous l'avez dit le aussi. bilan de 2007-2009 du Grenelle 1 a été très bon. Il y a eu 240 préconisations, aucune n'a été mise en place, et le président de la République, Nicolas Sarkozy, après les régionales de 2010, a dit maintenant ça suffit, l'écologie, j'en ai marre. Et Madame Joanneau était là, Madame Kosciusko-Morizet aussi, on la cite pas, mais elle était là. Donc ce ne sont pas eux qui vont nous donner des leçons. Et puis bon, Monsieur Laroutourou, lui c'est le spécialiste des nouveaux partis tous les 3 ans. Bon voilà. Enfin, vous avez entendu quand même dans le reportage à l'instant de Mounir Soussi, c'est pas vous les Verts qui allez être forcément leader sur le dossier énergétique, sur la transition. En train de perdre. On a entendu Laurence Rossignol qui dit les socialistes seront à la pointe du combat, c'est pas vous. Mais j'espère. Mais nous, alors là, je vais vous dire, très sincèrement, si un jour il n'y a plus besoin d'un parti écologiste pour porter l'écologie, ça m'ira très bien, c'est pas le problème. Nous, on veut justement qu'on protège la planète, on lutte contre le dérèglement climatique, on fasse attention à la biodiversité, on change de modèle agroalimentaire et qu'il y ait une autre vision de la transition énergétique. Et on pense que c'est bien pour, d'une part, les revenus et les dépenses des ménages, et on pense que c'est bien pour l'emploi. Donc c'est ça les idées qu'on porte. Après, quand on a dit ça, et Laurence Rossignol est très sincère, elle était secrétaire nationale environnement du Parti socialiste, elle fait un travail remarquable, on a beaucoup travaillé avec elle dans le cadre de l'accord politique que nous avons passé pour les législatives. Philippe Martin, j'ai bon espoir qu'il prenne ça en charge directement. Voilà. Bon, donc, alors, dans le cadre de ces nouveaux accommodements, j'ai envie de dire, entre les socialistes et les écologistes. Réduction de la part du nucléaire, réduction de la consommation énergétique, il faut vraiment qu'on incite. Non, il faut. Va-t-elle fermer? Ça va être l'objet de la loi.
C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu une discussion avec Henri Proglio, le PDG d'EDF, et lui dit « j'appliquerai la loi », ce qui est plutôt bien pour le PDG d'EDF. Et donc, il faut, pour très simplement, parce qu'on connaît ses convictions sur le nucléaire, et puis à la limite, c'est sans problème, parce qu'il doit, puisqu'il est président directeur général d'EDF, obéir à la puissance publique et au gouvernement. Donc le gouvernement doit faire des propositions, le Parlement doit voter. Cette trajectoire est cohérente d'ici 2025 de réduction de la part du nucléaire et donc effectivement commencer par fermer des centrales et des réacteurs et évidemment tenir sur Fessenheim. Et ça c'est un vrai enjeu. Tout en ouvrant l'EPR. Vous savez, il n'est pas encore ouvert le PR. Hein. Il a déjà triplé, j'allais dire triplé de volume, non, mais il a triplé de coûts depuis le début. Et les délais ont également été multipliés par 3. Donc j'attends de voir ce qu'il en sera. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne serait pas opérationnel pendant le quinquennat. Et j'ai quand même l'impression que les faits me donnent raison. Avant d'aborder d'autres sujets, Catel, une question. Est-ce que dans le cadre de ces nouveaux accommodements entre les socialistes et les Verts, sans revenir trop dans les détails, est-ce que vous êtes prêt à accepter l'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Je ne peux pas vous laisser dire des petits accommodements. C'est qu'à un moment, lorsqu'on réussit à convaincre politiquement sur le fond et que le président de la République dit une de mes priorités 2014, c'est la transition écologique, eh bien, c'est pas un petit accommodement. C'est pour le coup, là, un virage politique. Vous devriez plutôt indiquer... Là, il y a un virage. Je vais vous dire, tiens, on va se dire même la vérité. Je suis frappé de voir à quel point toute la presse, notamment économique, patronale, ou disons un peu orientée de droite politique, a mis énormément l'accent sur le virage social-libéral, etc., en faisant des tonnes, et pas une ligne sur la transition écologique. Il n'y a pas beaucoup de développement non plus sur la transition écologique dans le discours. On a quand même plus sur je vois quand même l'appétit qu'a cette presse et ces médias pour tout ce qui rapproche d'un libéralisme qu'ils souhaitent, plutôt que d'un sujet énergétique lourd qui vise effectivement à des réglementations. Qui n'a fait lieu que d'une phrase du président qui effectivement n'a pas développé ce on attend la conférence de presse, mais en tous les cas, Jean-Vincent Placé est convaincu. 14 janvier, rendez-vous 14 janvier. Non, je sais même pas, j'en suis convaincu, c'est que je m'en réjouis. Voilà, je vous en réjouissez déjà. Satisfait que le président de la République ait fait de la transition écologique une de ses priorités pour 2014. Grand virage, vous estimez donc que le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes ne peut pas voir le jour? Oui, on dit ça depuis le début. Je crois qu'on convainc... C'est pas l'intention du gouvernement, du chef du gouvernement. On verra. Moi, je n'ai pas l'impression que ça avance beaucoup. Il y a des. Doucement quand même. Le préfet a fait son travail. Il a pris des arrêtés. Nous, on fait des recours. On continue le débat par rapport à l'emprise, par rapport aux zones humides, par rapport à la biodiversité, par rapport aux problèmes de politique de l'eau. On continue le combat. Et d'ailleurs, je serai le 22 février à la mobilisation sur place. Et vous voyez, on a tout type de renforts, on a même les bonnets rouges. Je ne sais pas si nous, on fera les bonnets verts, mais les bonnets rouges et l'écotaxe. Espérons d'ailleurs qu'il fera assez beau pour qu'on n'ait pas besoin de bonnets. Voilà, les bonnets rouges et l'écotaxe, toujours Emmanuel Cos, votre secrétaire national, dit... Qui fait, et je m'en réjouis, un très très bon début. Et notre patronne du parti, Emmanuel Cos, eh bien, je suis très content qu'elle ait été élue. Voilà. Elle dit aussi que l'écotaxe sera mise en place en 2014, elle y croit. Oui. Et là, vous avez des assurances du chef de l'État? Parce que là, aucune date n'a été fixée. Contrat signé, on va bientôt payer pénalité. Il y a le PDG d'Ecomove qui vient demain au Sénat, vous le savez, avec la commission d'enquête qui a été mise en place. Donc il y a une commission d'enquête, il y a des réflexions, des renégociations. Moi, j'espère que l'écotaxe sera mise en place avant l'été. Avant l'été? Oui, c'est mon souhait. Puisqu'on en est à parler de taxes d'argent, parlons des contraventions et des PV. Où en êtes-vous de vos remboursements de ces 18 000 euros de PV impayés? J'ai réglé l'ensemble du dossier. Vous avez tout remboursé, tout réglé, échelonné. Est-ce que vous avez compris que les gens aient été choqués par, par le fait que... Je l'ai dit dans une émission avant les fêtes également, bien sûr. Bien sûr, je comprends. Je ne vais pas m'appesantir sur les circonstances avant 2010, il y a 4 ans maintenant. Des mauvaises habitudes évidemment injustifiables, inexcusables, je l'ai dit. J'ai même présenté des excuses, j'ai payé, voilà. Vous estimez que cette ardoise, 18 000 euros, a pu être instrumentalisée par certains de vos ennemis politiques? Ça vient du conseil régional, hein?
Monsieur Grosclaude, comme vous êtes bien informé, vous connaissez les réponses aux questions que vous posez. Voilà. Et je suis assez gentil pour prendre tout ça sur moi. Voilà. D'accord, très bien. En tous les cas, vous avez fait votre mea culpa. Vous ferez attention dorénavant aux excès de vitesse. Je vous fais attention depuis 4 ans. Ou vous continuez. Une petite question encore peut-être sur les municipales, les scrutins qui s'annoncent, ou également les européennes, où là les sondages ne sont pas très favorables pour les Verts. Hein, non, ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez... Monsieur Grosclaude, les municipales. Pourquoi vous dites que c'est pas favorable pour je parlais des européennes plutôt. Ah oui, parce que pour les municipales, on est dans la plupart des grandes villes présentes. Oui. Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Lille. On est crédité entre 7 et 12%, qui sont des scores particulièrement honorables. 7 pour les européennes. Oui, donc mais justement j'en étais au municipal. 10 points de moins aux élections. 2009. Oui, après, vous n'avez plus Daniel Cohn-Bendit. Exactement. Voilà. Non, mais c'est un vrai sujet. Hein. C'est-à-dire que quand on est à une élection européenne qui passionne pas beaucoup les Français, où c'est très difficile d'animer le débat, dans une situation où en plus la question européenne aujourd'hui est quand même fortement contestée, parce qu'elle s'apparente justement tellement au libéralisme que c'est compliqué pour un parti comme le nôtre, extrêmement fédéraliste, de porter l'idée européenne. Eh bien, c'est vrai que quand on sent la fougue et l'enthousiasme de Daniel Cohn-Bendit, c'est évidemment plus dur. C'est, comme je le dis souvent, l'équipe de France sans Zidane, ça marche moins bien. Alors, il vous manquera Zidane pour ce scrutin des européennes. Merci, Catel. Perrine Tarnaud de Public Sénat va arriver maintenant. Jean-Vincent Placé. Avant ça, on va voir comment vous avez beaucoup chauffé les oreilles de vos amis politiques. Pas seulement socialistes d'ailleurs, au cours de l'année écoulée, mais là on a bien compris que vous avez décidé, je ne veux pas dire que vous rentrez dans le rang, parce que vous allez me reprendre, mais en tous les cas, vous avez affiché ici même vos bonnes résolutions pour l'année nouvelle. Mounir Soussi. Jean-Vincent Placé, c'est l'homme que l'on adore détester. Il provoque et attire les critiques, y compris à gauche. Lors de l'affaire Leonarda, il demande aux lycéens de descendre dans la rue. Les socialistes s'indignent. Au PS, on l'accuse de toujours taper pour amuser la galerie. François Rebsamen voit en lui un garçon sympathique qui ne peut s'empêcher de dire des conneries chaque semaine. Pas facile, la cohabitation entre les Verts et les socialistes. C'est des partenaires qui parfois sont agaçants. Ils sont agaçants pour la majorité, mais ils sont agaçants pour eux-mêmes s'ils se regardent bien. Je les appelle pour eux d'ailleurs, pour nous, pour la gauche, à retrouver leurs esprits et à être unis. Celui qui voulait être ministre ne rate pas une occasion de taper sur l'exécutif, et ça énerve. Jean-Vincent est quelqu'un d'agréable, mais quelqu'un qui est capable de sortir une pointe, une attaque en règle, alors que finalement il le fait par pure tactique. Une tactique qui agace aussi les siens. Beaucoup voient derrière les critiques récurrentes de Jean-Vincent Placé une trop grande ambition personnelle. Car trop vouloir faire entendre sa voix peut aussi brouiller le message politique. Je pense qu'il y a une forme d'immaturité à alimenter en permanence la polémique. Finalement, les piques les plus acerbes viennent de son propre camp. En privé, ses amis assurent que la seule ligne de Jean-Vincent Placé, c'est le pouvoir, bien plus important que les idées. Voilà donc pour ce que Sandra Cerqueira a pu recueillir sur tout ce qu'on dit sur vous et qu'il va falloir donc réviser. Un petit peu orienté quand même. Hein. Ah bon, écoutez, c'est normal, c'est la logique du genre. Pourquoi c'est la logique du genre? J'ai remarqué que j'avais quelques amis qui de temps en temps étaient interviewés, qui m'ont dit on est sûr de ne pas passer parce qu'on a dit du bien de toi. Mais c'est vrai en plus. J'ai les noms. Là, ça vous fait rigoler tous les deux. Non, ça me fait pas particulièrement rire. Mais c'est vrai que ce qui ressort des gens qu'on va interviewer, c'est le côté un peu personnel, ambitieux, plutôt que les idées. Mais j'ai toujours assumé cette ambition. Oui, ouais. Alors là, je veux dire, la politique sans ambition, je voudrais savoir d'une part qui l'a fait sans ambition. Déjà pour ses idées, pour ses politiques publiques à mettre en place. Et puis, de fait, à un moment, on se dit que si on demande le suffrage des électeurs, c'est qu'on pense qu'on est un petit peu capable de faire en sorte de s'occuper des autres. Donc, c'est pas nul non plus. Et moi, je vais vous dire, je fais surtout la politique sans hypocrisie. Contrairement à d'autres, vous avez envie d'ajouter? Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être ce qui gêne les gens, c'est... Ça mérite d'être dit, non? Ouais. Peut-être ce qui gêne les autres personnalités dans le monde politique, c'est cette façon que vous avez de vous promener dans ce monde politique avec un air détaché, dans le style rien de matin. Et donc finalement, on ne sait pas si c'est une posture ou si c'est le vrai Jean-Vincent Placé.
Moi, je vais vous dire très franchement, je ne suis pas sûr que l'objectif de la vie politique, ça soit de montrer ses états d'âme ou de dire qu'on doute. Bon, j'ai compris que maintenant on était dans le truc très introspectif, hein, donc je ne vais pas tenir de grands discours, de savoir ce que les uns et les autres auraient fait en 40 ou en 58 ou en 81, etc. Mais à un moment, je pense qu'un responsable politique, ça doit être quelqu'un qui est clair dans sa tête, quoi, qui a des idées, qui veut les défendre, qui veut les mettre en place. C'est l'impression qu'on a depuis le début de cette émission, au-delà de ce virage que vous avez évoqué, le virage du chef de l'État sur les dossiers énergétiques notamment, vous avez peut-être envie que le regard sur vous change. Alors, je vais vous dire, je suis persuadé que si j'avais un communicant, ce qui n'est pas le cas, il me dirait à ce moment-là, il faut que tu répondes oui, c'est important, etc. Non, moi j'ai le regard. Non, mais c'est vrai, je ne vous cache pas que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire des choses, quoi, hein, de porter des idées. Vous dites justement que vous auriez peut-être envie de servir une autre cause et que vous en avez un peu marre finalement de ce milieu un peu dur de la politique où les choses n'avancent pas forcément comme vous le souhaiteriez. Ça c'est un vrai débat. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que on peut raisonnablement se poser la question en 2014 justement dans la vie politique, c'est est-ce que c'est dans le champ politique qu'on fait le plus avancer ses idées, de voir par exemple Nicolas Hulot, bon, même s'il a quand même eu le souci à la fin de rentrer aussi, même si on n'est pas rentré très longtemps dans le champ politique, ça c'est un vrai débat. Est-ce qu'on porte plus avec une ONG, est-ce qu'on porte plus dans des agences de communication, est-ce qu'on porte plus dans des entreprises? Moi je l'ai toujours eu cette tentation de Venise parce que c'était un terme qui a été utilisé par Alain Juppé lorsqu'il avait voulu un peu se décrocher de la vie politique. Au fond, je pense qu'à titre personnel, aujourd'hui, je pourrais faire beaucoup d'autres choses. Hein. J'ai cette prétention de pouvoir dire ça. Je crois en revanche, et c'est le vrai sujet d'ailleurs de l'écologie politique et du fait partidaire, et du fait aussi, effectivement, qu'on s'occupe d'un appareil politique, etc. Ce qu'on trouve tout à fait normal, par exemple, pour François Hollande, mais qu'on trouve choquant pour les Verts. C'est ça qui est le propre des Verts. Et d'ailleurs, y compris, c'est logique qu'on subisse parfois quelques sarcasmes. On a tellement donné de leçons sur la politique autrement, etc., etc. En réalité, on l'a fait plutôt vraiment, parce que c'est ça qui est important. Pas forcément comme les autres, je le dis toujours, parce que justement, nous, pour vraiment, le coup, sur les questions, notamment d'ailleurs financières, nous, on n'a jamais eu de lien avec des entreprises ou des choses comme ça. On est très attachés à nos cumuls des mandats. On a toujours mis en avant la parité depuis très longtemps. Hein, vous voyez, il y a eu Dominique Voynet, il y a eu Cécile Duflot, il y a Emmanuel Cos. Donc, on fait quand même de la politique différemment. Voilà. Il faut maintenant la faire vraiment. Et après, tout en ayant le souci des postes. Non, mais ça c'est le débat. Il vous ramène à vos ambitions. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que l'histoire des postes, vous êtes journaliste. Je suis sûr qu'un jour, vous voudrez avoir plus d'audience encore comme journaliste, et parce que vous êtes un bon journaliste et vous êtes utile. Vous aimeriez rentrer dans le prochain gouvernement? Non, je l'ai dit plusieurs fois dans différents supports. Qu'effectivement, j'avais un petit peu couru après ça. Vous aviez tellement dit oui. Oui, mais c'est non, en espérant que ça vienne peut-être. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je ne sais pas si vous développez votre théorie, Perrine Parnot, sur d'autres champs d'activité, sur le oui et le non. Déjà, pour le gouvernement, c'est vrai que c'est une théorie. Sur le oui et le non. En tout cas, sur le gouvernement. Mais quelque part, et je le dis avec en plus le respect que j'ai réellement pour Cécile Duflot et Pascal Canfin, qui font un vrai boulot, moi, pour ma part, je pense que j'ai trouvé un lieu d'influence avec la présidence de ce groupe parlementaire, où je crois que je suis assez reconnu, et je pense que je suis très bien où je suis. Quand vous vous êtes entretenu il y a quelques semaines avec François Hollande, est-ce qu'il a trouvé les mots et est-ce qu'il a fait appel à son sens de l'humour pour vous rappeler que vous étiez peut-être allé trop loin, que vous aviez lancé le bouchon trop loin parfois? Oh, c'est pas du tout le genre du chef de l'État. Il était direct alors? Non, on a eu vraiment une très bonne discussion de plus d'une heure sur le fond. Non, mais vraiment, je suis désolé. Hein, on a quand même parlé de la Centrafrique, on a parlé de la Syrie, on a parlé de l'Europe demain. On a parlé de la situation. C'est terrible de dire ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, je viens de vous parler de la Centrafrique. Voilà. On a parlé de la politique nationale, des différents sujets que vous avez abordés. Moi, j'ai parlé de réforme institutionnelle. J'ai même parlé, tiens, vous n'en parlez pas, mais j'avais parlé de réforme institutionnelle et même de proportionnelle. J'ai parlé de réforme de l'État. J'ai parlé de la réforme de décentralisation qui n'est pas allée assez loin, notamment sur la loi métropole. Moi, je suis pour la suppression des conseils généraux. Je l'ai dit à un moment. Donc vous avez balayé tous les quelque part, par exemple, on n'a pas parlé.
Et le sujet décentralisation a également été abordé par le chef de l'État. Et j'ai évidemment parlé de l'écologie, de la transition écologique. Et puis nous avons aussi abordé les échéances à venir, c'est bien naturel. 3 questions d'actualité pour terminer l'émission. Leonarda, qui ne reviendra sans doute pas en France, en tout cas si les conclusions du rapporteur public du tribunal administratif sont suivies. Voilà. Mais si on suit les conclusions du rapporteur public, elle ne reviendra sans doute pas. C'est à 99% voilà. la décision. Vous êtes déçu? Vous qui souhaitiez son retour? C'est le droit qui est dit, je n'ai pas du tout de commentaire à faire. Vous reconnaissez aujourd'hui avoir un peu dérapé après avoir appelé les jeunes à manifester dans la rue? Moi, je n'ai pas appelé à manifester. J'ai dit que non, quand même. On a tous entendu. Oui, mais non. On a mal entendu. Et je remercie d'ailleurs l'AFP et la journaliste précédente qui était là, parce que j'avais soutenu la mobilisation étudiante. C'était d'ailleurs le communiqué de presse du parti, de Pascal Durand, notre secrétaire national. Et par un petit effet sémantique, au bout de 2-3 heures, c'est devenu, après la dépêche, un appel à la mobilisation lycéenne. Alors, je vais vous dire les choses très clairement. Moi, je ne regrette pas d'avoir soutenu Leonarda. Après, vu le bruit que ça a fait, et disons l'incompréhension que ça a suscité, eh bien, je le dis aujourd'hui, je ne redirai pas les choses dans les mêmes termes. C'est clair. Voilà. Jean-Vincent Placé, le bureau du Sénat statue demain sur la demande de levée d'immunité parlementaire du sénateur Serge Dassault. La justice le demande. Est-ce que le Sénat doit aller dans son sens ? Moi, je vais vous dire aussi très franchement les choses. L'immunité parlementaire, c'est un sujet important qui a été mis en place à une autre période où justement on voulait protéger les parlementaires par rapport au pouvoir du roi, au pouvoir de justice d'ailleurs de roi, de saisie physique des parlementaires. Et cela a perduré sur la République. Donc c'est quelque chose d'important tant sur l'irresponsabilité que sur l'inviolabilité, même s'il y a eu, et c'est bien logique, des réformes qui ont tenu compte de la situation moderne, et y compris d'ailleurs du fait que nous soyons dans des républiques. Et il y a en revanche, après cet élément de principe, je pense important, il y a un autre élément qui est encore plus lourd sur le plan du principe, c'est que toute la procédure est soumise au secret d'instruction. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je ne connais pas ni mais évidemment les parlementaires, le bureau du Sénat va statuer demain sur la forme et non sur le fond. Ils ne sont pas appelés à statuer sur la le fond. forme de la requête du procureur. Il va y avoir un vice-président qui est Jean-Léonce Dupont qui va... Est-ce qu'il faut laisser la justice poursuivre son enquête et entendre ? C'est une question de grand principe aussi, laisser la justice agir. Un vice-président qui s'appelle Jean-Léonce Dupont qui va rapporter demain devant le bureau du Sénat. Et le rapport, et les délibérations, et le résultat sont soumis au secret de l'instruction. Donc vous ne m'en voudrez pas de ne pas épiloguer sur le sujet. Moi, ce que je souhaite, c'est que on vérifie que tous les moyens sont donnés à la justice pour agir. Voilà le sens qui doit être très clair de la décision qui doit tomber ça passe par demain. Une levée de l'immunité parlementaire. Ça dépend et du rapport et de la discussion qui aura lieu demain. Et si j'étais au bureau du Sénat... Vous êtes prudent quand même concernant Serge Dassault, qui est élu de l'Essonne comme vous. Non, c'est bien de dire ça, mais moi je dis la même chose à chaque fois. Je l'ai dit pour... D'ailleurs, quand on est dans l'opposition de la majorité, je dis moi la même chose. C'est-à-dire que quand il y a eu Wörth, Bettencourt, Sarkozy, j'ai dit la même chose quand j'étais dans l'opposition. J'ai même dit la même chose pour Jérôme Cahuzac, ça m'a été y compris reproché par mes propres amis. Secret de l'instruction, séparation des pouvoirs. Et le juge, eh bien, il fait son travail. Très bien, on attendra la décision du bureau du Sénat, sachant que des groupes comme le Parti communiste, par exemple, a demandé la levée de l'immunité parlementaire. On a entendu effectivement votre position. Jean-Vincent Placé, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Perrine. Merci. À la semaine prochaine.